Alors bonsoir Monsieur le député Giovanni William, Bonsoir. député de la première circonscription de Martinique. Merci de nous accorder juste après votre passage en commission avec Bruno Le Maire une interview. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait on va dire 3 mois que vous avez pris les fonctions de député. Après 3 mois, votre premier ressenti en tant après avoir revêtu votre écharpe de député. Écoutez, c'est tout d'abord une satisfaction de servir les administrés, celles et ceux qui m'ont fait confiance et les autres, c'est-à-dire toute une population, mais aussi la France, parce qu'on est député de la France. C'est beaucoup de travail, que ce soit en circonscription ou bien à Paris. C'est du travail aussi, je ne dirais pas de lobbying, mais de discussion avec les ministères, de discussion avec les collaborateurs. C'est un travail de fond. Aussi un travail de dossier, donc oui, je m'y plais et la tâche est rude, mais elle est belle. Alors, sujet d'actualité, on va commencer par la vie chère, Oui. qui a été, je crois que vous avez fait une intervention dessus par rapport au RSA, pour l'importance pour vous justement de préconiser un réajustement du RSA outre-mer à celui de l'Hexagone. Alors oui, la vie chère, c'est une question qui est fondamentale pour nos territoires insulaires, parce que les niveaux ne sont pas les mêmes en France hexagonale que dans nos territoires insulaires. Les prix sont 3, 4 fois, voire 5 fois plus chers qu'en hexagone. Alors que nos salaires, eux, ils sont extrêmement bas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une rupture de cette continuité territoriale. Et c'est pourquoi nous, parlementaires, nous tous, nous sommes dans cette bataille pour que cette vie chère n'existe plus. C'est très difficile, mais en tout cas, on s'y attelle. Est-ce que lors de vos différentes rencontres avec la population martiniquaise, les acteurs économiques, est-ce que c'est un thème prégnant par rapport à l'essence? Parce qu'on sait déjà de base le prix est plus élevé que l'Hexagone. Là, avec l'augmentation du prix du gaz, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est ce thème-là qui arrive souvent lorsque vous rencontrez vos administrés? Oui, c'est la première chose, c'est la vie chère. Monsieur le député, qu'est-ce que vous allez faire contre la vie chère? Parce qu'aujourd'hui, pour aller en France hexagonale, par exemple une mère de famille qui veut installer son enfant en France hexagonale, elle doit prendre un billet d'avion. Elle doit pouvoir acheter des fournitures avant. Et ça coûte excessivement cher, rien que pour se déplacer. Ça coûte cher pour pouvoir s'alimenter. Les gens font aujourd'hui le choix de ne pas s'alimenter. En Martinique, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Enfin, le choix, ce n'est pas un choix. Parce qu'ils préfèrent ne pas s'alimenter et nourrir leur famille. Donc, cette question, elle est centrale, mais ça passe, comme vous l'avez dit, par différents acteurs. C'est pourquoi je continue de rencontrer des acteurs économiques, de la grande distribution, notamment, des consommateurs, celles et ceux qui font notre pays, les marins-pêcheurs, les agriculteurs. Tous, nous devons pouvoir trouver une solution commune. Il y a un observatoire des prix, il y a des règles en matière de définition des prix. D'ailleurs, il y aura des auditions très bientôt pour pouvoir fixer un certain nombre de prix boucliers. C'est une urgence. Et au-delà de cette fixation de prix boucliers, il faut résolument trouver une solution pour faire en sorte que nous ayons cette autonomie ou pas, mais en tout cas un système qui nous permettrait d'être plus autonomes sur le plan alimentaire et sur les autres points. Quelles sont les attentes justement vis-à-vis des acteurs économiques martiniquais qu'il vous faut remonter sur cette question de la vie chère ou du coût de la vie pour aider à payer moins cher, les électeurs à payer moins cher, les Martiniquais? Quelles sont les attentes Alors, les acteurs économiques, ils sont disposés à faire en sorte que les prix soient plus bas. Maintenant, il y a des dispositifs à mettre en œuvre. Il y a des dispositifs législatifs. Il y a des mécanismes à mettre en œuvre. Ce n'est pas simple, mais il faut que tous nous puissions être d'accord et parler d'une seule et même voix. Donc les acteurs économiques, je continue de les rencontrer, mes collègues également. Il y a ce travail qui aujourd'hui me permet de dire que, allez, on est d'accord sur un point, il faut que ça change. C'est déjà une avancée qui est très importante. Maintenant, c'est de savoir comment
Et sur quelle base? Parce que nous sommes un pays d'importation. 90% de ce que nous consommons est importé. Alors que nous avons la possibilité de produire chez nous. Alors que nous avons des gens, nous avons des acteurs économiques qui veulent produire, mais qui n'y arrivent pas. Par manque de moyens, peut-être manque de considération, et puis de dispositifs qui leur permettraient de le faire, pour pouvoir nourrir les Martiniquaises et Martiniquais, qui permettraient aussi de créer de la valeur ajoutée, créer du travail, parce que quand on parle de vie chère, c'est sur le plan de consommation, mais il faut aussi parler sur le plan du travail, parce que nous avons également un problème en Martinique, c'est celui du travail. Nous avons trop de chômeurs, ou alors des personnes qui sont dans une situation précaire sur le plan du travail, avec de très bas salaires. Donc il faut, quand on parle de la vie chère, il faut voir ce côté de l'offre, de la demande, mais sur le côté aussi du travail. C'est important. Sur cette question, ça permet d'embrayer sur la question des chômeurs en Martinique, plus précisément le chômage des jeunes, avec oui. Et on a l'INSEE qui relevait près de 9000 jeunes qui partent pour une meilleure vie dans l'Hexagone ou ailleurs. En tant que député, par rapport à cette thématique, vous, comment vous voyez, quels sont les leviers qu'il faudrait activer pour faire revenir cette jeunesse, maintenir déjà celle qui est présente et leur donner toutes les opportunités de vivre et de travailler dignement en Martinique? Alors, comme vous avez dit, il y a des leviers à mettre en place, mais il faut les mettre en même temps. On ne peut pas se dire on va faire ça, puis on va faire ça. C'est un programme. C'est quelque chose à l'échelle nationale, je dirais en plus. Parce qu'un jeune qui soit formé dans nos territoires, qui soit formé dans l'Hexagone, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler, pour quel salaire, pour quel niveau de vie? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc déjà, il y a cette difficulté. Et dans nos territoires, la difficulté, c'est de se dire, bon, je vais rester chez moi. Parce qu'on ne trouve pas forcément de travail. Selon les activités. Parce qu'il y a quand même des métiers qui sont en tension. Mais d'autres où la demande elle est excessivement faible. Ce qui fait que certains de nos jeunes sont obligés de partir. C'est de savoir comment capter. En créant de la valeur ajoutée, créant des entreprises. Créant de l'industrie. En faisant en sorte que nos jeunes aient envie de s'investir dans leur propre entreprise aussi. Donc ça passe évidemment par la politique, mais aussi par des prises de conscience, je dirais, individuelles. Et puis, il y a évidemment un levier, on peut pas l'éviter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, quand il a bac plus 5, bac plus 6, il n'a pas forcément le salaire qui colle à son niveau de qualification s'il revient dans son territoire. Et s'il se dit, je vais commencer en bas de l'échelle, il se dit instinctivement qu'il n'aura pas forcément la possibilité d'évoluer, d'avoir une évolution dans sa carrière. Alors qu'en France hexagonale, ce sera plus simple pour lui d'évoluer. Donc là aussi, il faut travailler sur ça, avec les entreprises. J'ai pu rencontrer les différentes chambres insulaires, j'ai rencontré le MEDEF, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs économiques qui souhaitent travailler sur ces questions-là. Et puis nos jeunes, que veulent-ils faire? Quels sont les métiers concrètement en tension dans nos territoires? Quels sont les métiers qui seront amenés pas à disparaître, mais à être réduits, je dirais, en nombre? Je pense que là aussi, il faut travailler là-dessus. Un observatoire des métiers peut-être, avoir une réorganisation au niveau de l'enseignement, de la formation professionnelle aussi, pour permettre à nos jeunes d'être bien formés et puis de rester. Donc il y a énormément de choses à faire, mais il faut les faire en même temps. Parce qu'en prenant par un seul bout, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment travailler sur tous ces points à la fois. Sur la question des... vous parliez justement au niveau de la question de la vie chère ou développer le travail de dispositifs législatifs. Est-ce que ça peut passer pour vous déposer un amendement en tant que député sur ces sujets, ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à des pistes pour que ces thématiques soient incluses dans le projet de loi qui va
projet de loi 2023 sur le budget. Sur la loi de finances. Sur la loi de finances qui va être examinée bientôt. Alors, sur la loi de finances, il y a énormément de choses à dire. Si on veut agir sous le levier du travail, évidemment, la loi de finances a son rôle à jouer. Mais on ne pourra pas, d'un coup de baguette magique, à coup de subventions, à coup de dotations supplémentaires, régler la question du travail dans nos territoires. Ce n'est pas possible. Il faut voir les choses à la base, c'est-à-dire nos jeunes, ils sont formés comment, que veulent-ils faire après? Est-ce que c'est un projet de territoire, par exemple, de développer le tourisme? Est-ce que c'est un projet de territoire de développer les nouvelles technologies? Il faut prendre les choses à la base. Avant de demander, il faut savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est un travail global, un travail commun, qui ne peut pas se faire uniquement par des parlementaires, mais qui doit se faire avec l'ensemble des élus et des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise peut bien me dire, moi j'ai besoin de tel type de qualification, dans 10 ans j'en aurai besoin de 10, dans 20 ans j'en aurai besoin de 20, alors qu'on travaillerait sur un amendement pour avoir une notation exceptionnelle sur quelque chose qui finalement bien, ne va pas aboutir sur quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un projet global. Et c'est un projet de société. On parle d'industrialisation, de réindustrialisation. Ça, c'est un projet global. Industrialiser, remettre de l'industrie dans nos territoires. Des petites unités, comme des grandes, qui permettraient aussi d'avoir du travail, de la valeur ajoutée. Comment on le fait? Le tourisme. Est-ce qu'on défiscalise certains emplois liés au tourisme? Parce que nous avons autour de nous des îles qui, en termes de concurrence vis-à-vis du salaire, sont comme pareil. On ne peut pas lutter contre ça. Donc il faut vraiment structurer les choses et viser des thématiques, viser tout ça pour faire en sorte de se dire, bon, on va investir sur le tourisme, on va investir dans l'industrie, on va investir par exemple dans la transition énergétique et les métiers qui tournent autour. C'est un projet vraiment de société. On va passer maintenant à la question des sargasses. Oui. Ça a fait l'objet de l'une de vos premières interventions avec M. Carinco, et ensuite j'ai vu récemment vous avez rencontré la sous-préfète de Trinité. Tout à fait. Sur cette question. Là actuellement on est encore centré concernant les sargasses sur le problème de ramassage, alors que le CHU Martinique a dévoilé récemment l'impact que ça peut avoir sur les femmes enceintes. Pour vous, comment accélérer les choses pour une meilleure prévention, un meilleur ramassage des sargasses sur les côtes et sur le côté préventif au niveau de la santé? Effectivement, vous l'avez dit, je suis intervenu, ma première intervention a été pour les sargasses, parce que c'est un fléau. C'est un fléau sur le plan médical, un fléau sur le plan économique, et je dirais aujourd'hui quasiment sociétal, parce que on a l'impression qu'on vit avec alors qu'on ne vit pas avec les sargasses. Et suite à cette intervention, et parce que d'autres collègues sont intervenus dans l'autre législature, il y a eu des interpellations de la part des maires, de la part des collectivités de manière générale. Le ministre des Outre-mer a annoncé un certain nombre d'annonces. Enfin, il a annoncé, non. Il a fait un certain nombre d'annonces en augmentant certaines subventions pour le ramassage des sargasses, en permettant d'augmenter de point de vue matériel les barrages et puis les emplois liés aux sargasses pour le ramassage. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas tout. Le ministre a annoncé aussi qu'il y aura la constitution d'un service public lié aux sargasses, donc dans la gestion des sargasses, parce que moi, je ne veux pas m'arrêter au ramassage, mais je parle de la gestion globale des sargasses avec des deadlines. Nous sommes vigilants, en tout cas je suis vigilant à tout cela. Je sais que la collectivité territoriale de Martinique travaille avec le gouvernement en ce sens. Nous, parlementaires, nous sommes aussi au travail pour pouvoir faire en sorte que ce service public puisse voir le jour et être efficace.
Vous êtes intégré dans ce COPIL qui doit voir le jour concernant ce service public des Sargasses ou c'est... Pour le moment, je n'y suis pas, mais je peux vous assurer que de toutes les façons, il faudra quand même que nous soyons consultés, nous les parlementaires. Mais en tout état de cause, ce service public, je l'appelle de mes voeux, je souhaite vraiment qu'il puisse voir le jour, mais il faut y intégrer les collectivités locales que sont les communes, il faut y intégrer aussi les acteurs tels que les marins-pêcheurs, tels que les associations de protection de l'environnement, c'est important. Sinon, un dispositif comme celui-là ne va servir à rien du tout. Ce sera encore un service public, encore une couche administrative, et donc ce n'est pas l'objet. Sur le plan médical, si je peux rebondir là-dessus, il y a des recherches qui sont faites et qui, comme vous l'avez dit, démontrent qu'il y a un impact concret sur la santé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut développer le dépistage, il faut développer la prévention. Parce que pour le moment, on n'est pas dans la prévention, on est dans la réaction. C'est-à-dire quel impact que cela a sur nous. Or, il faut prévenir ces impacts-là. Voilà. Toujours sur cette question, Serge Letchimy, après son rendez-vous avec le ministre, disait que justement l'État doit prendre à bras le corps ce problème parce que ça peut devenir un scandale sanitaire type chlordécone 2. Est-ce que vous aussi vous pensez cela? Parce que ça fait 10 ans que les Sargasses... Oui, bien sûr, il a raison. Il a raison. Je l'ai dit également dans mon intervention. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que je parle de prévention plutôt que de réaction. Parce que pour le chlordécone, nous sommes dans la réaction alors qu'on aurait dû être dans la prévention. Donc oui, il faut agir et agir très vite, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Connaissant le passif du traitement justement par l'État du scandale du chlordécone, il a fallu beaucoup de rapports, beaucoup d'analyses de l'ANSES pour justement montrer le lien. Comment au niveau des Sargasses accélérer qu'on ne perd pas autant de temps qu'on a perdu pour par exemple le chlordécone, notamment sur le plan préventif et santé? Mais c'est le travail des politiques. Voilà. C'est le travail des politiques. C'est de faire en sorte, pas de sensibiliser, mais d'agir tout le temps vis-à-vis du gouvernement pour qu'il puisse faire ce qu'il faut. Parce que l'État a la prérogative en matière de santé publique. Et donc, il appartient à l'État d'agir. Et nous sommes là pour le lui rappeler, mais aussi pour travailler avec lui. Pas s'il en sorte de besoin, il devra de toutes les façons travailler aussi avec les élus martiniquais. Donc, c'est notre travail aussi de faire en sorte que les choses bougent et aillent plus vite. En tout cas, moi, je m'y attelle. D'accord. On va revenir sur, là c'était la première audition de Bruno Le Maire concernant le projet de loi de finances, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre intervention, ce que vous lui avez dit et la réponse qu'il vous a apportée? Alors il s'agit de la CVAE, c'est une contribution qui est reversée aux collectivités, qui est payée par des entreprises qui ont un chiffre d'affaires important, on va dire. Et le gouvernement a annoncé la suppression de cette CVAE en 2 temps, 2023 et 2024. Donc ma question au ministre de l'économie a été quelle compensation il y aura pour les collectivités, parce que notamment pour une collectivité telle que la communauté d'agglomération du centre, dite CACEM, c'est plus de 10 millions d'euros. Donc cette collectivité utilise ces 10 millions d'euros pour pouvoir agir et faire des politiques publiques. Comment compenser? Le ministre m'a répondu qu'effectivement qu'il faudra compenser par de l'industrie, c'est-à-dire attirer de nouvelles industries sur le territoire, mais les choses sont compliquées. Comment attirer une entreprise, une industrie sur notre territoire au regard de ce que nous vivons actuellement, du niveau de développement que nous avons, des difficultés structurelles que nous avons. Donc il a annoncé un travail collaboratif, wait and see. En tout cas, on ne va pas lâcher. On ne va rien lâcher. La semaine dernière a eu le dîner des élus avec Emmanuel Macron, où le président de la République a parlé
créer, de renouveler une nouvelle vision des Outre-mer. Alors, que pensez-vous des éléments de réponse que le président de la République a pu vous apporter? Oui, alors c'est une annonce, mais je me méfie des annonces. Au-delà de l'annonce, moi j'attends la réalisation concrète. Donc le président de la République a indiqué que nous nous reverrons courant du mois de mars, si je ne m'abuse, février-mars. Mais oui, il faut réinventer les choses, il faut inventer un nouveau modèle. Parce que les relations qu'il y a entre la France hexagonale et nos territoires n'est pas la solution. Il faut aujourd'hui penser à un nouveau modèle. Je ne dis pas, je parlerai pas des articles de la Constitution, mais en tout cas, il faut de nouvelles relations. C'est important. Parce que ce qui a été fait ne fonctionne pas, n'est pas efficace. Donc quand les choses ne sont pas efficaces, ben, il faut penser à autre chose. Donc ça a été une annonce, mais moi j'attends vraiment le concret. Mais bon, je ne serai pas en position d'attente, je serai en position de proposition. D'accord. Quelles sont vos priorités? Là, il y a le budget Outre-mer qui va être bientôt voté. Quelles sont vos priorités et sur quel sujet vous allez faire très attention, notamment au sein de ce budget? Ben, il faudra faire attention aux dotations qui sont allouées aux collectivités, par exemple. Il faudra faire attention aux dotations qui sont fixées par le gouvernement parce que certaines d'entre elles sont amenées à baisser. Comment faire pour les compenser? Quels ont été les dispositifs mis en place pour pouvoir les compenser? Donc tout ça, ça fait l'objet d'une étude. Aujourd'hui, on était en commission. On va continuer nos entretiens, travailler sous ce projet de loi de finances parce que nous sommes dans une situation économique désastreuse. Donc il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités vis-à-vis de nos territoires qui sont en souffrance. Parce que tous les indicateurs sont au plus bas nous concernant, si on fait une comparaison par rapport à la France hexagonale. Donc notre retard de développement, il faudra le prendre en compte dans ce projet de loi de finances. On sera très attentif là-dessus. D'accord. Ça va être ma dernière question. Après, oui. S'il y a une loi sur un thème que vous aimeriez porter, une loi, William, ce serait sur quel sujet? Waouh, belle question. Une loi. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Alors déjà, qu'une loi porte mon nom ou pas, moi je n'y rêve pas. Dès lors que personnellement j'arrive à faire bouger les lignes, que la loi porte mon nom ou pas, ça m'importe peu. Maintenant, poser la question, on rêve, hein, c'est possible. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre particulier en matière énergétique. Il n'est pas normal que des territoires comme les nôtres ne puissent pas bénéficier de tous nos atouts sur le plan environnemental. On ne profite pas de la géothermie, on ne profite pas de notre vent, notre eau. On ne profite pas de tout ce que la nature nous apporte. Et sur le plan de la transition énergétique, j'aurais aimé que nos territoires soient un exemple. Et que nous puissions demain éviter le tout diesel, le tout essence, et que nous puissions vivre avec un environnement sain. Donc s'il y a une loi qui permettrait cela, eh bien, je serais évidemment ravi. Et justement sur ce sujet de la transition énergétique, en parlant pour déjà les premières actions pour vous, parce que c'est une des priorités du gouvernement actuel, pour vous en Outre-mer, plus particulièrement en Martinique, y a-t-il une énergie qu'il faudrait accélérer ou toutes les énergies C'est un mix énergétique. Il faut partir sur le principe du mix énergétique. On ne peut pas se dire qu'on fait du tout éolien, ce n'est pas possible, pas envisageable. Le tout photovoltaïque non plus. C'est un mix énergétique. Il faut utiliser l'hydrogène. Dans nos sargasses, il y a de l'hydrogène. Pourquoi pas l'utiliser? Des piles à combustible et permettre au transport d'utiliser des piles à combustible. C'est un exemple. Utiliser évidemment le photovoltaïque sur nos bâtiments publics.
même sur nos habitations privées, pour faire en sorte de diminuer en tout cas la part du fioul dans notre énergie, puisque nous avons une usine thermique au diesel qui représente 90% de production d'électricité en Martinique uniquement. Donc là, oui, le mix énergétique, j'y crois. Et de toutes les façons, on ne pourra pas y déroger. Nous serons obligés d'y arriver. Obligés d'y arriver pour eh bien, notre survie, notre vie, pour nos enfants. Et pour aussi notre pouvoir d'achat. Est-ce que l'objectif justement, parce qu'il y avait la loi mix énergétique, 50% d'ici 2050 je crois, oui. Est-ce que c'est possible pour la Martinique? Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il faut se donner les moyens, et puis, quand je dis les moyens, ce sont les moyens législatifs, les moyens humains, les moyens économiques, et puis aussi, il faut aussi une prise de conscience. La prise de conscience, elle est importante. Et ça passe dès le plus jeune âge. L'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'électricité, l'utilisation de nos moyens de transport, l'utilisation de nos moyens de communication, l'utilisation que nous faisons de l'énergie est importante. Alors la Martinique a connu au cours des derniers mois une montée de la violence et de l'insécurité. Quel regard avez-vous sur cette thématique et vis-à-vis des réponses que l'État a apportées durant ce pic de violence? Oui, alors la situation est désastreuse. Nous sommes à plus de 20 morts cette année par arme à feu, des morts violentes qui sont parfois liées à des thématiques aussi graves de drogue, de trafic de stupéfiants en tout cas. Et ça, cette situation elle ne peut pas perdurer parce que nous avons des gangs dans nos territoires qui mettent la même mise sur des quartiers, voire des villes. Donc c'est une situation qui est désastreuse. Nous manquons de moyens, même si le gouvernement dit qu'il a mis des moyens supplémentaires, mais ces moyens supplémentaires ne suffisent pas. Je crois qu'il y a une unité du RAID qui va bientôt venir. Oui, il y a une unité du RAID, mais est-ce que c'est vraiment là le problème, l'unité du RAID? Non, nous avons des policiers qui manquent de moyens, nous avons une justice qui manque de moyens, nous avons un tribunal qui croule sous les dossiers, qui manque de personnel, avec des moyens techniques parfois obsolètes. Nous avons une prison qui est surpeuplée, nous avons des prisonniers qui ne sont pas en mesure de se former parce qu'ils manquent de personnel, alors qu'ils en font la demande. Ils font des demandes de psychologues, ils font des demandes d'assistance sociale, il y en a peu pour les demandes. Donc j'ai entendu le ministre de la Justice parler du caractère pédagogique de la peine, mais aussi l'aspect coercitif, oui, mais en tout cas dans nos territoires il y a une difficulté. Aujourd'hui, un prisonnier, une personne incarcérée préfère aller sur la France hexagonale que de rester en Martinique par exemple, parce qu'il y a plus de formation, parce que les capacités en termes de réinsertion sont plus importantes. Et le taux de récidive, en tout cas aujourd'hui, il est énorme. Ce qui veut dire que les peines allouées ne sont sans doute pas adaptées. Nous avons des personnes qui sont en détention provisoire et qui auraient pu bénéficier, par exemple, de peines aménageables pour entrer dans un système de réinsertion. Non, on peut préférer les envoyer en prison et rentrer dans un processus particulier. Donc il y a tout ça sur la table. Donc en Guyane, il y a les assises de la sécurité. Il aurait été sans doute intéressant de le faire en Martinique pour avoir l'avis de celles et de ceux qui font la sécurité dans notre pays. D'avoir l'avis de ceux qui pratiquent au quotidien, pour se dire est-ce qu'on est adapté, est-ce que les dispositifs actuels sont adaptés. J'ai entendu, et ça je ne sais pas si ça va avoir le jour, une adaptation concernant les détentions de drogue, enfin de cocaïne. Ça c'est inférieur à 1,5 kg. Ce serait désastreux de le faire. À mon sens, ce serait désastreux de le faire. Ou alors, il faudrait amender tout ça, il faudrait améliorer ces dispositifs prévus, parce que l'appliquer en l'état, ce serait désastreux pour nous.
Justement, c'est en Guyane où cette expérimentation est faite. Les syndicats de policiers s'élèvent contre. Pour vous, en Martinique, faudrait modifier? Personnellement, je suis contre. Non. Personnellement, je suis contre. De la drogue reste de la drogue. Que ce soit 1 kilo, 4 kilos, 10 kilos. Après, que les procédures soient adaptées, pourquoi pas? Que les procédures soient adaptées, pourquoi pas? Je ne veux pas non plus d'une justice expéditive. 1 kilo, on va faire ça. Et en 10 minutes, on a réglé la situation. Non. Tout le monde a le droit à la même défense. Donc ça, je suis contre une justice expéditive. Par contre, et je suis contre toujours ce principe d'édulcorer les règles en matière de trafic de stupéfiants. Parce que c'est un mauvais signal que l'on envoie à ces personnes qui seraient susceptibles de rentrer dans un trafic. Et pour moi, ce serait un mauvais signal envoyé. Oui. Pour moi, est-ce que je profite sur les questions? Parce que je crois que vous avez... Oui. Quelle heure? Oui, là je suis en retard. Ah, très bien. Ouais, c'est parfait. C'est bon, on va s'arrêter. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est bon pour moi. C'est moi qui vous remercie.